On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission très politique aujourd'hui parce que c'est le bilan de fin de session de nos députés de Saint-Jean et d'Iberville à l'Assemblée nationale. Donc, dans quelques instants, on reçoit le député de Saint-Jean, le péquiste Dave Turcotte, qui va nous parler un peu de son bilan 2014-2015, surtout celui de la dernière session parlementaire également. Certains travaux dans le comté, notamment, on va revenir sur l'arrêt des travaux à l'hôpital du Richelieu, au 3e étage, pour les laboratoires. Mais d'abord, parlons du comté d'Iberville avec la caquiste Claire Sanson, qui est également aussi la critique de son parti en matière de culture et de communication. L'heure est au bilan parce que oui, on est au mois de décembre, mais c'est aussi le bilan politique au niveau de nos députés à l'Assemblée nationale. C'est le cas de la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Quels sont, selon vous, les principaux faits saillants de la dernière session parlementaire? Bon, je vous dirais que, en tout cas, pour ma courte vie, ma courte expérience comme députée, c'était certainement une des plus décevantes. Parce que, malheureusement, on a assisté à une longue liste d'improvisations, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, où tout est à peu près improvisé. Les projets de loi arrivent, c'est pas clair, c'est difficile de lire les intentions, de bien comprendre les intentions. Donc, c'est assez frustrant parce qu'on a peu de réponses à nos questions en période de questions orales quotidiennement. C'est très difficile de comprendre où ils s'en vont. Et finalement, les résultats ne sont pas très bons, là. Bon, vous faites référence notamment à l'éducation, puis on le sait, nous, dans une précédente émission, on recevait la présidente de la commission scolaire, Mme Bouchard, qui décriait l'abolition de la démocratie scolaire. Mais en quelque part, ce que le ministre Blais est en train de faire, c'est pas un peu ce que la CAQ avait déjà même proposé? Bien, nous, ce qu'on proposait, c'était l'abolition des commissions scolaires, plus de pouvoir aux directions d'école, un envoi de plusieurs responsabilités aux municipalités pour l'entretien des édifices, etc., etc. Quand une école a besoin d'être agrandie ou d'être réaménagée, ça prend la participation de la municipalité. Alors que le projet gouvernemental, c'est de maintenir les commissions scolaires et leur territoire, mais de changer la gouvernance par un conseil scolaire plutôt qu'un conseil des commissaires élus. Bon, ça, c'est changer 4,30 sous pour une pièce là, dans la vraie vie, là. Nous, ce qu'on gardait, c'était des agences de services pour les écoles pour gérer les choses qui sont communes à toutes les écoles, c'est-à-dire les relations de travail. Il faut négocier les conventions collectives des professeurs, le transport, certainement. Mais pour tout ce qui est édifice et tout ça, on envoyait ça aux municipalités. Si effectivement l'austérité du gouvernement libéral avec la santé et l'éducation a été âprement difficile dans la dernière année, politiquement, pour la CAQ, ça a été aussi un peu difficile dans la dernière année parce que vous avez perdu des joueurs. Oui. C'était difficile pour votre chef. En même temps, il y a eu une forme de polarisation qui s'est installée parce que l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau au Parti québécois fait en sorte... Ça a pris beaucoup de place, bien sûr. Ça a pris beaucoup de place, mais en même temps, on sait que la prochaine élection... Forcément, la question référendaire va être au-dessus de tout. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, ça vous force et ça a forcé un peu la CAQ à revoir son positionnement sur la question nationale. Oui, il faut se positionner parce qu'on ne peut certainement pas se permettre, vous avez raison, la prochaine élection en sera une référendaire. Ça va être quoi la place de la CAQ à ce moment-là? Ben, est-ce qu'on peut dire, si je pose la question, êtes-vous souverainiste ou fédéraliste, vous allez me répondre non, je suis nationaliste? Souvent, on aime bien que les gens soient blancs ou noirs, mais... Oui, mais le Québec n'est plus là. Ça fait 50 ans qu'on choisit entre le PQ et le Parti libéral. Nous, on a décidé de se positionner parce que nous ne sommes pas séparatistes. Nous sommes nationalistes dans le sens où nous croyons que le Québec peut être plus prospère et occuper une meilleure place au sein du Canada. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, il faut que les électeurs réalisent bien qu'il n'y a pas que deux choix. Il y a trois choix. Il y a les indépendantistes, il y a les libéraux fédéralistes et il y a les caquistes nationalistes, mais qui veulent rester à l'intérieur du Canada. Donc, à la limite, on est fédéraliste. Croyez-vous que cette stratégie sera porteuse ou, dans le cadre de la prochaine élection, s'il y a des gens qui disent « moi, je ne veux surtout pas la souveraineté, je ne suis pas sûr que la CAQ est capable de former le gouvernement, fait que je vais voter libéral », est-ce que ce raisonnement-là ne risque pas de résonner dans la tête des électeurs? Bien sûr, mais il nous reste 2 ans, 3 ans même, pour convaincre les électeurs que la CAQ est prête à prendre le pouvoir.
Puis je pense qu'on peut facilement voir que le Parti libéral s'est inspiré largement de nos idées qu'on a lancées lors de la dernière campagne électorale. On pense qu'on a encore plein de bonnes idées, plein d'ambitions pour le Québec et qu'on est capable de réaliser tout ça en fonction des besoins puis du succès des Québécois. Bon, dans votre rôle de critique, notamment en matière de culture-communication, vous avez eu quelques échanges avec la ministre David, entre autres dans le dossier Bell Media. Il y a eu plusieurs coupures au Québec. Quelles ont été vos interventions principalement là-dessus? Bien, j'ai questionné la ministre en chambre et j'ai rapidement vu qu'elle n'avait pas d'intérêt. Or, les gens de Bell Media, eux, avaient lu les transcripts de l'Assemblée nationale. Ils m'ont appelé, ils sont venus me rencontrer dans le comté. Moi, ça m'intéresse, l'industrie des communications. J'y ai travaillé toute ma vie. Ils sont venus me rencontrer au bureau de comté. Ils ont reconnu d'emblée qu'il y avait eu quelques mauvais coups de leur part, puis il y a des cas où ils étaient en bris de conditions de licence. La situation a été rétablie. Puis ils m'ont rassuré que les décisions de programme allaient rester au Québec et que ça n'allait pas s'en aller vers Toronto. Maintenant, ça aura réussi à faire une chose. Les gens de Bell Media savent maintenant qu'au gouvernement du Québec, il y a quelqu'un qui les surveille. Bon. En même temps, et on le sait, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe, pas très loin de votre comté, mais ce n'est pas dans votre comté au nord, là, il y a 2 stations de radio qui appartiennent à Bell Media où il y a eu énormément de coupures. Il y a eu beaucoup de coupures. 30, 40, peut-être même 50 là, des employés qui ont été coupés sur un an à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas là des inquiétudes même sur l'avenir de la radio locale? Bien, j'en ai certainement. J'en ai pour les radios locales, les médias locaux, c'est très important. Et j'en ai pour l'ensemble des médias. On sait que l'ensemble des médias au Québec vivent des temps très difficiles. Les revenus publicitaires ne sont plus au rendez-vous. Le numérique vient chambranler et bouleverser tous les modèles d'affaires traditionnels que connaissaient les radios, les télévisions et même les journaux. La presse, à compter du mois de janvier, ne sera publiée sur papier que le samedi. Le reste Mais ça, c'est beaucoup de gens... C'est le signe des temps. C'est le signe des temps. Puis il y a beaucoup de gens dans nos communautés qui n'ont pas Internet. Donc, ils vont avoir un média de moins où aller s'informer. C'est inquiétant. Et à l'heure actuelle, et ça, c'est ma grande déception, le gouvernement du Québec n'a démontré aucun intérêt à aider et accompagner les entreprises culturelles à relever le défi numérique. Pour eux, le défi numérique, là, ça consiste à archiver les pièces de musée. Sauf que le numérique, là, c'est pas juste le passé, c'est l'avenir surtout, là. Il faut que les gens soient équipés pour vivre avec le numérique. Bon. Bilan de session aussi au niveau des dossiers dans le comté d'Iberville. Quels sont les dossiers que vous avez réussi à faire avancer au cours des dernières semaines? Bien, je pense qu'il y en a quelques-uns. Là, je travaille très fort encore sur le dossier de la famille Turk, qui est la famille kurde qui est réfugiée à Rougemont depuis presque bientôt 1 an. Là, on a travaillé très fort. On a fait des avancées avec le fédéral. Et je compte bien sur la collaboration de la ministre de l'Immigration pour régler ça. Là. Je me suis donné comme objectif Noël ou le jour de l'an, mais on pousse très fort de ce côté-là, c'est sûr. Il y a plusieurs dossiers. Moi, je travaille beaucoup avec les centres d'action bénévole aussi dans le comté. Il y a des beaux projets à Saint-Césaire qui devraient se concrétiser parce qu'on a mis les ressources et l'énergie pour que ça se concrétise. Il y a des gens qui se donnent tellement dans nos centres d'action bénévole, là. C'est excessivement important. Avez-vous reçu des demandes particulières de la part des municipalités, que ce soit pour des bouts de route ou des écoles ou des trucs particuliers en matière d'investissement d'infrastructures? Avez-vous des demandes On avait là-dessus? le dossier l'an dernier, un important à Saint-Césaire pour l'école. Ce dossier-là, il est réglé. L'école, ça avance et tout ça. Les bouts de route, on en fait toujours un petit peu à chaque année. Puis il y a des budgets discrétionnaires qui viennent des bureaux de députés. Donc, tout le monde a eu ce dont on disposait. Ce n'est pas des sommes énormes. Écoutez, il y a même pas assez pour faire un bord de trottoir en face de l'église. Mais au moins, on fait notre petit bout. Pour vous, ça va être quoi le principal enjeu là, pour le 2-3 ans qui reste dans le comté d'Iberville? Est-ce qu'il y a un dossier particulier que vous désirez vraiment faire avancer avant la finalité? Là, avant les campagnes électorales? Bien, naturellement, il y a le dossier de la culture. Puis j'ai publié déjà, au printemps dernier, un document pour la Coalition Avenir Québec sur le développement nécessaire en culture pour l'avenir. Il est important que, puis ça va aussi, ça touche la relève, là.
il est important, on est chanceux au Québec, là, on produit une télévision auquel les gens tiennent et ils l'aiment. Mais il faut que le talent québécois soit capable de s'exporter. Donc, il faut mettre en place des programmes qui vont nous permettre d'exporter notre production, soit sous forme de format ou d'émissions entières et intégrales. Mais il faut absolument qu'on développe l'industrie. Ça nous prend des incitatifs, il faut faire ça. Le numérique est un enjeu majeur. Et le numérique, là, c'est pas juste la culture. Là. Le numérique, ça va changer l'éducation aussi, là. Demain matin, là, le meilleur professeur de chimie, là, il pourrait être assis dans sa classe à Gaspé et donner un cours magistral de chimie à tous les étudiants du Québec. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Le numérique, ça va changer la médecine dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est essentiel qu'on soit à l'avant-garde. Bon, en terminant, au cours de la dernière session parlementaire, on sait que vous avez un chien d'assistance. Oui, mon papa. Je ne l'ai pas amené parce que il vieillit, mon garçon. Hein? Il est à quel âge, là? Il y a 8 ans. 8 ans. Normalement, ils sont retraités à 9 ans. C'est un chien d'assistance, évidemment, qui vous accompagne dans vos travaux à l'Assemblée nationale. Parfois. Parfois, le président Chagnon vous a permis de l'amener au Salon Bleu. Oui. Il est là pour prévenir des crises d'épilepsie. Oui. Bon, il y a eu, 2-3 semaines à peu près, alors que Sam Hamad, ministre, était en réponse à une question. On a entendu un wouf-wouf. On a entendu Pepper. Donc, Pepper s'est manifesté. Pepper s'est manifesté. Mais il s'est manifesté pour les bonnes raisons. Oui, parce qu'il était couché avec moi, à côté de moi, pas avec moi, mais à côté de moi, de mon pupitre. Et son système d'alarme à Pepper consiste à tourner autour de moi et à japper pour m'annoncer que ça ne va pas. Mais là, comme c'est assez restreint comme espace, je le voyais tourner d'un côté puis tourner de l'autre côté. Je me suis dit, aussi bien le sortir tout de suite que d'attendre que monsieur clenche, là. Alors, je l'ai pris, puis je me suis dirigée vers le président de l'Assemblée pour sortir. Et Sam Hamad, qui est juste à la droite du président, a parlé. Et le Pepper s'est tourné, a regardé Sam et il a fait « Ouf! » Alors là, tout le monde a parti à rire. Mais Pepper faisait son travail. Tant mieux si ça amusait tout le monde. Et là, vous avez fait quoi après? Moi, je suis sortie. Vous êtes retranché dans votre bureau? Je me suis retranché, même pas. Je suis allé m'asseoir dans les escaliers. Pendant que ça période de questions, il n'y a personne dans le couloir. Je me suis assis, j'ai relaxé, j'ai fait mes respirations. Je suis allé laver mes mains parce qu'il faut changer l'odeur de nos mains, sinon Pepper va recommencer. Puis je suis retourné au Salon Bleu, ça a été fini là. Mais il faut dire une chose, Pepper, là, même quand il croise Sam Hamad dans le couloir, il jappe après. Quand même! Alors, Sam, l'autre jour, il m'a dit, je pense clair que Pepper m'aime pas. J'ai dit, tu sais, il est bien intelligent, il doit sentir quelque chose. Mais c'est pas parce que M. Hamad est épileptique. Non, pas du tout. Okay. Non, Pepper, il ne prévient pas de crise de ce côté-là. Pepper ne travaille que pour moi dans la vie. Bon, Claire c'est Sanson, un employé exclusif. Merci à vous. Joyeux temps des fêtes. Merci à vous aussi. Restez avec nous. Au retour, le bilan de session parlementaire du député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. L'heure est au bilan de fin d'année, bilan de fin de session à l'Assemblée nationale pour nos députés. Député de Saint-Jean, Dave Turcotte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et en plus, vous avez procédé il y a quelques instants à peine justement à votre 5 à 7 de bilan de fin de session. Oui, c'est ça, on a dévoilé notre nouveau bilan, donc 2014-2015, comme à chaque année. Pourquoi je fais ça, le bilan? C'est tous mes engagements électoraux que je compile dans un document et avec l'état d'avancement de ces engagements-là. Parce que souvent, on dit que les politiciens promettent bien des choses, mais ne réalisent peu. Donc, avec ça, je rappelle à chaque année quels étaient mes engagements lors de la dernière campagne électorale. Est-ce que la moyenne au bâton est bonne? Bien,
là, il faut aussi être conscient que c'est la deuxième année d'un mandat, hein, parce que si tout était réglé après 2 ans, les mandats seraient seulement que de 2 ans. Donc, c'est sûr qu'il reste du travail. Mais dans un document de 40 pages, pour avoir à peu près une quinzaine d'engagements, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est fait pour chacun des engagements. Même en étant à l'opposition? Bien, c'est sûr qu'on a déjà eu cette discussion-là, mais c'est différent, le travail d'opposition puis le travail du gouvernement. Puis je vous dirais aussi le travail d'opposition après avoir été au gouvernement. Moi, j'ai été à l'opposition. Mon premier mandat, j'étais à l'opposition. Je commençais comme député. Je ne connaissais pas toutes les possibilités du gouvernement. Donc, puis je ramassais aussi un héritage, là, des dossiers déjà entamés ou des nouveaux dossiers. Mais très peu de nouveaux dossiers dans le premier mandat. Lorsque j'ai été réélu et là au gouvernement, j'ai pu voir les possibilités pour un député dans les ministères, dans les directions régionales, dans les cabinets de ministres. Et là, en retournant à l'opposition, bien, je sais ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire et je sais où aller cogner aux portes, ou du moins un peu plus. Bon, comme on dit, l'expérience ne s'achète pas, mais visiblement, le fait d'avoir goûté aux deux côtés de la Chambre fait de vous aujourd'hui un meilleur député, un député peut-être plus aguerri? Bien, c'est sûr qu'en partant après 3 mandats, c'est sûr qu'on connaît un peu plus les rouages de la politique. C'est sûr qu'il y a aussi toujours un changement dans l'organisation. Comme on a vu en santé pour le dossier de l'hôpital, puis le laboratoire à l'hôpital, c'est pas la même structure qu'avant. C'est plus les C3S, ils ont fusionné ça, c'est les 6. Bon, à qui qu'on parle, les gens ont changé, puis tout ça. Donc, il y a toujours ce travail-là à refaire, mais somme toute, on sait comment mener un dossier du début à la fin. Et je sais aussi quel outil parlementaire à l'Assemblée nationale, que ce soit la période de questions, par les pétitions, par les questions écrites au feuilleton, à l'époque que je ne connaissais pas vraiment, parce qu'on commence. On peut pas, il n'y a pas d'école pour être député. Hein? Les gens nous demandent, tu prends quoi comme étude? Bien, on peut être n'importe quoi. Bon, il y a le travail d'un député au gouvernement ou dans l'opposition, mais il y a le travail du député tout court, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée nationale, que vous voulez faire pousser des dossiers, il y a une façon d'aborder les ministres, même si les ministres ne sont pas de la même couleur politique que nous. Tout à fait. Et ça dépend aussi du ministre. Et ça dépend du ministre. Il y a des ministres qui sont plus facilement approchables et facilement... il y en a des plus parlables que d'autres. Exact. Bon. Et là, dans les dossiers qui nous occupent ici, dans le comté de Saint-Jean, quels sont les ministres parlables à qui vous avez adressé la parole qui ont réussi, disons, à pousser les dossiers que vous aviez dans vos engagements? Bien, dans ce cas-ci, il y a des ministres Moi, c'est sûr qu'étant porte-parole de l'opposition officielle dans certains dossiers, les ministres qui sont vis-à-vis moi comme porte-parole, j'ai plus d'occasion de leur parler. Je pourrais nommer Sam Hamad, entre autres, qui est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, maintenant du Travail aussi. Mais c'est sûr qu'avec Sam, j'ai plus d'affinité où je suis capable plus de lui parler pour obtenir des discrétionnaires ou des montants ou régler des cas. Mais je vais vous donner un cas. Un autre dossier que je ne suis pas porte-parole, la ministre de la Famille, Mme Charbonneau. Je lui ai parlé à plusieurs reprises du dossier du petit Louis. Hein? Bon, vous avez rencontré ses parents, d'ailleurs, qui sont venus ici en émission. Mais le petit Louis, grâce aux interventions de mon bureau, de mon équipe et de la famille qui ont fait des pressions aussi, on a pu obtenir une rencontre avec la ministre à son bureau de circonscription à Laval et elle a réglé la question du service de garde pour le petit Louis pour faire en sorte qu'il puisse avoir un nombre d'heures suffisant. Mais ça, c'est un exemple d'un cas. Je m'entendais bien et je m'entends encore bien avec Francine Charbonneau, même si je ne partage pas ses opinions sur ce qu'elle fait avec les CPE, les centres de la petite enfance. Mais au-delà de ça, il faut être aussi capable de jaser avec des ministres et de régler des dossiers. Dans ce cas-ci, on a réussi à le régler. Que renferme le bilan 2014-2015? C'est quoi les principaux faits saillants? Plusieurs éléments. Il y a beaucoup de dossiers en continuité que la fin n'est pas réglée, n'est pas écrite dans le bilan, mais que les avancements du dossier, exemple, travaux à l'hôpital du Haut-Richelieu, toute la nomenclature des actions qui ont été prises, est dedans. Mais on a le service d'eau à Saint-Blaise, sur Richelieu, l'assainissement des eaux, donc une subvention d'un peu plus d'1 million de dollars. Pour les routes, plusieurs dossiers, ou encore à Saint-Blaise, 600 000 $ pour plusieurs routes à Saint-Blaise. Sinon, on a réglé la question de l'école Saint-Jean, les 5 nouvelles classes et le nouveau gymnase pour le secondaire, parce que c'est un gymnase de primaire, mais il y a des élèves secondaires aussi à l'école Saint-Jean, qui est l'école anglophone de Saint-Jean. Il y a les classes de
les 8 classes de l'école au 80 Saint-Luc et le gymnase, le complexe sportif Vivacité pour la gymnastique et le judo. On a réglé la question de l'éclairage sur l'autoroute 35 à Saint-Luc, à l'intersection du boulevard Saint-Luc et de l'autoroute 35. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de problèmes d'éclairage. Ce n'était pas sécuritaire. Les gens se plaignaient de ça. On a réglé la question. C'est fait. Donc, il y a plusieurs investissements, beaucoup pour les routes, parce que ça, c'est plus concret en termes de chiffres. Mais il y a des dossiers sociaux aussi. Exemple, pour les organismes communautaires, un de mes principaux engagements lors de la dernière campagne électorale, c'était de tenir une soirée de reconnaissance du bénévolat communautaire. Pourquoi? Pour faire connaître les organismes, pour faire connaître c'est quoi le bénévolat, et aussi pour reconnaître les gens qui font du bénévolat et qui on veut qu'ils poursuivent leur œuvre dans leurs organismes communautaires. Donc, on a tenu ça au mois d'avril avec la Corporation de développement communautaire. On a honoré je dirais à peu près une quarantaine de bénévoles, donc une quarantaine d'organismes différents. Et ça fait en sorte que les retombées de ça, les gens se sont sentis valorisés et les organismes ont pu faire de la promotion entourant ça. Donc, ça, c'est un exemple concret, local, mais qui a porté fruit. Je pourrais vous donner le documentaire sur Rina Lanier, une poète écrivaine de la région aussi que peu de Joannais connaissent, qui a eu une carrière internationale, qui a habité ici, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Richelieu. Et on a pu numériser un documentaire qui était sur le point d'être détruit parce qu'il était trop âgé des années 70. Et donc, on a pu le numériser et en faire des copies DVD pour que les gens puissent reconnaître son histoire. Bon. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire dans le comté de Saint-Jean d'ici la fin de l'actuel mandat? Bon, le Pont-Gouin, est-ce que c'est un dossier qui est réglé ficelé? Bien, le Pont-Gouin, les travaux vont débuter en début d'année, au printemps 2016. Est-ce que le gouvernement du Québec s'est entendu avec la Ville sur les portions financières? Somme toute, oui. Ça, c'est pas mal attaché là, pour le Pont-Gouin. Là. Puis il y avait aussi une urgence là, pour aller dans le calendrier des travaux du Vieux-Saint-Jean. Là. Donc ça, c'est pas un dossier qui, selon moi, pose problème. Mais les travaux du pont pourraient commencer quand? Au printemps 2016. Printemps 2016 pour le nouveau pont. Exact. Bon. Revenons sur l'hôpital du Richelieu et l'arrêt des travaux au 3e étage où étaient destinés les laboratoires. Exact. Est-ce qu'on a du nouveau là-dessus? Bien, j'ai pas de nouveau officiellement. Je suis en attente de réponse de la part de la direction et du cabinet du ministre. Les dernières nouvelles que j'ai obtenues, c'est que le ministère a enclenché une étude de faisabilité. Bon, ça a été rendu public. Et on nous dit que l'échéancier du début de l'année 2016 pour le transfert serait sérieusement envisagé. Donc là, moi, je continue mes démarches. Donc, ça voudrait dire que les laboratoires seraient transférés à Charlemagne. Exact. Et donc que le 3e étage deviendrait disponible pour un placard à balai. Là, pour d'autres formes, bien, ça pourrait être pour d'autres formes d'activité. Bien, j'espère bien, parce que là, ça va coûter cher pour un placard à balai. Là. 109 millions de dollars pour agrandir l'hôpital, ça n'a pas d'allure. Moi, j'en ai beaucoup contre ça, là, parce que, probablement, on perd une expertise ici. On prend des gens qui travaillent ici, on les envoie à Charlemagne. On prend des gens qui ont un emploi, qui vont tomber sur le chômage parce qu'ils n'auront peut-être plus d'emploi, parce qu'on sait qu'il y aura moins de personnel, bien entendu. C'est fusionné. Pour déménager ça à 20 km d'ici, quand on sait très bien qu'à Charlemagne, il devra avoir un agrandissement du laboratoire, quand notre laboratoire ici est terminé à 80 %. Moi, ce que j'ai proposé, étant donné que nous sommes la même organisation de santé, Charlemagne et l'hôpital du Richelieu maintenant, pourquoi ne faisons pas un partage? Une partie à Charlemagne, puis une partie à Saint-Jean. Les locaux sont déjà ici, là, ils sont pratiquement terminés de construire. Est-ce que vous pensez que c'est déjà tout ficelé, tout attaché, cette affaire-là? Bien, moi, c'est pour ça que je continue mon combat, parce que j'ai vu par le passé qu'un combat n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Et dans ce cas-ci, la décision n'est pas prise encore, elle n'est pas publique. Donc, même si elle est prise derrière des portes closes, moi, j'ai bon espoir, ou du moins, j'ai un espoir encore, qu'on peut faire revenir, au moins, trouver une solution mitoyenne, disons ça comme ça. Durant cette dernière session parlementaire à Québec, je parle évidemment des dossiers plus nationaux, ça fait référence aux garderies. Il y a tout ce qui comporte l'ensemble des dossiers de santé, mais des dossiers d'éducation aujourd'hui. D'ailleurs, dans une autre émission, on recevait la présidente de la commission scolaire, Mme Bouchard, qui dénonçait le ministre Blais et son projet de loi 86 sur l'abolition de la démocratie scolaire. L'opposition officielle dont vous faites partie en pense quoi de ça? Bien, c'est sûr que c'est un projet de loi, premièrement. Ça a été déposé vendredi dernier, la dernière journée de la session parlementaire.
quelques minutes avant de fermer le Parlement pour être sûr qu'on ne puisse pas vraiment étudier le fond du projet de loi pour la période de questions et d'avoir un peu des orientations. Nous, à première vue, notre premier critère, c'est la réussite scolaire des jeunes. Puis on n'a pas vu grande révolution dans ce projet-là sur la question de la réussite scolaire. Comment cette réforme de l'administration scolaire va améliorer la réussite des élèves? On est resté beaucoup sur notre faim. Donc, on va consulter les groupes parce qu'il y aura une commission parlementaire sur la question. Mais à première vue, on voit que c'est beaucoup un brassage de cartes pour essayer de faire plaisir à tout le monde, mais en même temps qui ne crée pas grand changement sur la réussite des élèves. Bon, on voyait aussi récemment dans le dossier des garderies, même on recevait Mme Lebeau, la présidente des CPE de la Vallée-des-Forts, qui parlait de coupures d'à peu près de 750 000 sur le territoire des CPE de la région. C'est pas un peu contradictoire quand on dit qu'on veut ouvrir des places en garderie parce qu'on a besoin de places en garderie, mais de l'autre côté, on coupe? Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine contradiction? Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, c'est qu'on met à mal le modèle des centres de la petite enfance, qui est un fleuron québécois qui est présent partout sur la planète. Tout le monde, les pays viennent nous voir pour voir ce qu'on fait avec le centre de la petite enfance. Et là, on est en train de forcer ce modèle-là vers le privé. Exact. Exact. On a besoin des places, là. Mais on avait octroyé des places. Il y a eu des projets qui ont eu des places, qui ont commencé à travailler. Et en cours de route, on leur a dit, bien, vos surplus, au lieu de les mettre sur les places, bien, vous les envoyer au gouvernement. Donc, pendant ce temps-là, on n'offre pas de place pour nos jeunes. Dave Turcotte, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le temps des fêtes. Vous pouvez consulter mon bilan sur mon site Internet, daveturcotte.org. C'est inscrit au bas de l'écran. Parfait, merci. Super. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Offre d'emploi du côté de Saint-Césaire au Centre d'action bénévole. On se cherche un nouveau directeur général ou une directrice générale pour soumettre les candidatures. Vous avez l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. On vous rappelle que le Télébingo, c'est tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Nous, on se fixe rendez-vous demain. Bye-bye.